Bonjour à tous. Il y a sans doute peu de sujets de santé publique qui fascinent, qui divisent aussi, que celui des déserts médicaux et des inégalités d'accès aux soins en général. Et pour cause, ne pas avoir de médecin à une distance raisonnable de chez soi, c'est pour beaucoup une des pires injustices qui soit. La question qui se pose donc naturellement, c'est celle des solutions. Est-ce qu'il faut former plus de médecins? Est-ce qu'il faut donner des primes à ceux qui s'installent dans des déserts médicaux? Est-ce qu'il faut forcer les médecins à s'installer dans des déserts médicaux? Ces dernières décennies, plusieurs politiques ont été mises en place en France et ailleurs, aux États-Unis, au Canada, pour tenter d'adresser ce problème. Quelle politique fonctionne le mieux pour réduire les inégalités d'accès aux soins? C'est pas une question facile. Même si vous n'êtes pas satisfait de la situation actuelle, ça ne veut pas dire que les politiques mises en place jusqu'ici n'ont pas eu d'effet. Peut-être que sans elles, la situation serait encore pire. Peut-être que certains dispositifs sont prometteurs et pourraient en grande partie résoudre le problème s'ils étaient généralisés. Pour le savoir, je parle souvent de l'importance d'utiliser des méthodes rigoureuses pour savoir quelles politiques ont fonctionné sur mon blog, le blog de l'empiriciste, sur cette chaîne YouTube et sur Twitter. Justement, pour mobiliser ces études rigoureuses, pour parler des faits et des effets sur ce sujet, j'ai avec moi un spécialiste reconnu de la question, Julien Mousquès. Julien Mousquès est directeur de recherche à l'Institut de recherche et de documentation en économie de la santé, l'IRDES, et enseignant-chercheur à l'École des hautes études en santé publique. Monsieur Mousquès, merci d'être ici. Alors peut-être que Je vous vous en voulez prie. d'abord vous présenter. Merci pour l'invitation. Écoutez, je suis très content de vous avoir. Est-ce que vous souhaitez rapidement vous présenter, présenter votre travail avant qu'on passe aux questions plus spécifiques? Oui, oui, très bien. Donc, je suis économiste de formation. J'ai fait des travaux d'application dans le champ qu'on appelle l'économie de la santé. Et j'ai fait un parcours académique relativement classique. Je travaille dans un institut, effectivement, l'IRDES, qui est spécialisé dans l'analyse des politiques publiques dans le champ de la santé, donc avec des recherches dites appliquées. Je ne fais pas de recherche théorique. Et j'ai eu aussi des expériences à l'étranger, aux États-Unis, à l'occasion de bourses et autres sabbatiques. Je travaille plus particulièrement sur la question donc, de la ressource humaine en santé, en partant beaucoup de ce qu'on appelle le champ du premier recours ou des soins primaires, donc principalement des disciplines médicales et autres qui travaillent dans ce champ-là. Je travaille sur la question des modes d'organisation et d'intégration des professionnels et les questions de la coordination, donc à la fois sous le prisme de concepts plutôt économiques, mais aussi de concepts plutôt de recherche sur les soins et services de santé ou de santé publique. Et puis je m'intéresse aux questions de rémunération, c'est-à-dire de quel mode de rémunération mettre en place pour favoriser les gains pour les soins et services rendus, à la fois pour les patients et pour la collectivité en général. Très bien. Et du coup, je propose qu'on rentre dans le vif du sujet qui est celui des déserts médicaux. Euh, D'abord, une question qui je pense est importante pour cadrer la discussion. Est-ce qu'il y a une définition précise, spécifique de ce que c'est qu'un désert médical? Alors, ce sont des définitions plutôt empiriques. On pourrait même dire que si on essaie de clarifier vraiment le concept de désert médical et qu'on se colle au concept lui-même, c'est un peu compliqué parce qu'un désert, il n'y a personne. Voilà, donc c'est évidemment tirer le trait un peu loin. Puis ça a d'autres particularités géodémographiques qui me dépassent en tant qu'économiste. Mais voilà, un désert, c'est un peu plus que ce que ça veut bien dire dans le concept de désert médical. Mais il n'y a pas de normes établies, il y a des analyses de disparité des situations et des analyses des déséquilibres entre la quantité d'offres d'un côté et la quantité de demandes de l'autre. Voilà, donc c'est plutôt ces éléments de déséquilibre qui vont permettre à un échelon territorial prédéfini, prédéterminé dans l'analyse, qui vont conduire à porter un jugement de déséquilibre et donc de désertification. Et puis il y a aussi, ça c'est en statique, puis il y a aussi des éléments aussi dynamiques, c'est-à-dire des tendances qui vont laisser à penser qu'il y a des pertes de vitesse, une raréfaction de l'offre d'un côté, un accroissement de la demande de l'autre, par exemple, qui vont conduire à poser ces constats. Mhm. Et d'ailleurs, est-ce que le problème des déserts médicaux est en phase d'empirer en France? Est-ce que les disparités de santé vont s'accroître avec le temps? Est-ce qu'on peut être inquiet à ce niveau-là? Alors
l'ensemble des pays de l'OCDE, si on se restreint à cet ensemble-là, il y a beaucoup de pays qui connaissent des difficultés de de difficultés relativement à la ressource médicale, proprement dite, dans le grand champ de la ressource humaine en santé. Euh, Globalement, on observe en France une situation particulière, effectivement, avec des différences de niveau de dotation qui sont importantes et surtout des dynamiques qui sont défavorables, puisqu'il y a des dynamiques de raréfaction depuis 15-20 ans. Et là où la France était positionnée au début des années 2000 dans le peloton de tête en termes de dotation globale, par exemple en médecin, avec le concept de la densité médicale, aujourd'hui se retrouve dans la queue de peloton des pays de l'OCDE, à peu près 14-15e sur 23. Donc au niveau de la Lituanie, de la Hongrie, voilà, par exemple, avec une densité légèrement supérieure à 300 médecins pour 100 000 habitants. Donc ça témoigne effectivement du fait que on est dans une période de creux qui correspond à une période de raréfaction forte et à une dynamique singulière par rapport à d'autres pays de l'OCDE. Donc quand même une forme d'acuité de la situation. Et la France fait partie des pays au cours des 15-20 dernières années qui a connu la plus faible croissance des densités avec l'Italie, les Pays-Bas et l'Irlande pour ce qui concerne les pays européens. Et alors, pourquoi ces dynamiques différentes en France par rapport à la moyenne des pays de l'OCDE? Ça traduit, les études médicales sont des études relativement longues. La France, comme beaucoup d'autres, a d'abord des capacités de formation limitées, hein, ouais. Elle n'a pas de capacité de formation illimitée en la matière. Et puis la France a adopté une politique qu'on appelle la politique du numerus clausus, qui est en fait une politique qui a conduit à limiter le nombre d'étudiants en formation médicale. Et les seuils qui ont été fixés relativement à ce numerus clausus qui a été introduit au début des années 70 est passé de seuils autour de entre 8 et 9 000 à un plafond bas autour de 3 500 au milieu des années 90 pour remonter ensuite en 2020 au-dessus de 9 000. Donc en fait, ce phénomène très sinusoïdal Mhm. produit derrière des effets très très importants sur les dynamiques de professionnels et de médecins à même d'exercer à un moment donné dans le temps, compte tenu des durées de formation. Donc, les exercices de projection qui sont conduits par le ministère de la Santé et spécifiquement par une direction qui s'appelle l'adresse, euh, effectivement, on a un processus de raréfaction et de diminution de la densité médicale qui va être différent en fonction des spécialités, mais au global, et avec un futur rebond compte tenu du fait qu'on ait remonté le numerus clausus au-delà de 2030, un rebond qui, en 2040 et 2050, si les prédictions se réalisent, ce qui est rarement le cas, nous amènera à des niveaux de dotation bien supérieurs à ceux qu'on n'a jamais connus. Donc en fait, on a des cycles qui sont très très disparates pour cette profession. Donc Ah, là, nous sommes dans une phase de creux. bon, c'est intéressant, c'est un peu porteur d'espoir aussi. Mais si on passe maintenant aux conséquences du phénomène, est-ce qu'il y a des effets bien isolés de la densité médicale sur la santé des citoyens? Parce que on se doute que les lieux où il y a moins de médecins, c'est aussi des lieux où il y a d'autres problèmes, ce qui pourrait expliquer le fait que là où il y a des déserts médicaux, l'espérance de vie est par exemple plus basse. Et donc, est-ce qu'on a réussi vraiment à isoler vraiment la contribution de la densité médicale à l'espérance de vie, à la consommation de Ah, soins oui. médicaux? Euh, Peut-être juste en complément de ce que je disais au Ouais. global, il faut aussi avoir à l'esprit qu'il y a des disparités en fait géographiques de ces niveaux de dotation et Mhm. une autre singularité de la France, c'est que si on prend deux types d'espaces très, très différenciés, comme l'espace rural et l'espace urbain, par exemple, il est vrai que la France a du mal à avoir à des niveaux de disparité entre ces deux grands types de territoires assez forts.
plus fort que d'autres pays qui vont avoir des contraintes géographiques aussi complexes, hein. Par exemple, la Norvège, la Suède. Voilà. Donc, on a quand même une particularité d'avoir du mal à gérer ces territoires de nature différente et à amener des professionnels dans des territoires complets. Après, il y a d'autres pays qui ont aussi du mal, l'Australie, le Canada, le Portugal, donc on n'est pas les seuls, mais il faut avoir ça à l'esprit. Ouais, Alors oui, c'est une très bonne question que vous avez évoquée. Est-ce qu'on est capable de dire, est-ce que finalement l'offre médicale, ça produit de la santé? Bon, bah oui, je vous rassure, ça produit de la santé. Alors il est vrai que ça a beaucoup été documenté dans des travaux qu'on appelle voilà, d'approche de corrélation, hein, y compris avec des données sur longue période, notamment par exemple des travaux de l'OCDE qui ont été conduits au début des années 2000 par une chercheuse qui s'appelle Zedep Or. Et donc, il a effectivement été montré l'évidence de ces corrélations sur beaucoup d'indicateurs d'état de santé, que ce soit la mortalité, l'espérance de vie, la mortalité prématurée, infantile, périnatale, etc., par type de cause. Euh, Évidemment, se pose la question, puisque vous êtes un empiriciste, de la causalité, et donc il y a des travaux qui ont été développés au cours des 10-15 dernières années qui ont essayé d'attaquer cette question de la causalité pour se rassurer sur le fait que cette corrélation, derrière, il y a bien une causalité. Il y a quand même un nombre sensible de travaux qui ont pu le faire de façon, on va dire, robuste. Euh, Par exemple, il y a des travaux aux États-Unis qui ont travaillé sur les différences de dotation selon les comtés et qui ont utilisé une approche causale qu'on appelle par variable instrumentale. Euh, Ils ont utilisé le fait qu'il y avait des politiques pour, comment dire, pour faciliter l'accès à l'activité en prenant en charge une partie des emprunts contractés par les étudiants aux États-Unis pour faire les études de médecine. Et il se trouve que ces prises en charge les conduit à une obligation d'engagement dans une offre, on va dire le service public hospitalier, pour faire simple, même si c'est différent. Et le fait que, en fonction des territoires, ça ne donne pas les mêmes capacités. Donc, en fait, ce sont des forfaits qui sont le même partout, à peu près. Mais par contre, ça donne plus ou moins de moyens aux médecins de couvrir les charges avec cette prise en charge des emprunts. mhm, Bref, en utilisant cette politique territoriale, ils ont pu montrer que effectivement une augmentation de la densité de médecins avait des effets sur la mortalité et sur l'espérance de vie. Voilà. Des effets assez importants. Ils ont aussi essayé de resituer dans ce travail les effets par rapport à d'autres phénomènes, par exemple l'arrêt du tabac ou voilà, ce mhm. type de choses, et la contribution est quand même très très significative. Il y a des travaux qui ont été conduits plutôt avec des politiques qu'on a, enfin des stratégies qu'on appelle en différence de différence, c'est-à-dire que là aussi on utilise l'arrivée d'une politique particulière pour essayer d'estimer ses effets. Il y a un travail assez savoureux en Allemagne qui a été conduit à la fin des années 2010 en reprenant des données de 1933 sur une politique de discrimination relativement aux médecins d'origine juive qui ont été conduits à quitter le territoire. Donc ça constituait un choc exogène. Et donc ils ont analysé les conséquences de ce choc exogène sur la mortalité périnatale et infantile. Et là aussi, ils ont trouvé des effets importants. Et bon, voilà, ce type de travaux ont été conduits. Aussi récemment, en Norvège, il y a des travaux qui ont été conduits une fois encore sur la mortalité infantile suite à des politiques spécifiques d'attraction des médecins au niveau des municipalités. Et, et là encore, la démonstration est assez convaincante Oui, relativement aux impacts. oui. Donc, il y a à la fois un faisceau effectivement convergent de preuves sur la causalité entre le fait de la densité Tout à médicale fait, du domaine des médecins et la santé. Également, même quantitativement, il semble que on sait plus ou moins que les effets sont importants en plus que tout à c'est. fait, tout à fait. Voilà. Et sur des indicateurs de santé publique qui sont très importants. Alors, l'espérance de vie à 65 ans, mais les questions de mortalité infantile et périnatale sont très très sensibles à la dotation et sont des très bons indicateurs pour mesurer ce type de causalité. Oui, d'ailleurs, on dit que effectivement, quand un pays commence à se développer, en tout cas à décoller,
Un des signes forts de ça, c'est la mortalité infantile qui Tout à baisse. fait, tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Alors, ben, formidable. Donc maintenant qu'on sait que la densité médicale c'est important, je pense que tout le monde avait des forts soupçons avant, mais c'est très bien d'avoir des études sur la question. Euh, Quelles sont les politiques les plus efficaces qu'on a trouvées pour augmenter la densité médicale, pour réduire les disparités et en particulier, est-ce que les politiques, on pourrait dire coercitives, donc les politiques qui vont forcer les médecins à s'installer à un endroit précis, est-ce que ça marche et est-ce que ça a des effets secondaires? Bon, alors c'est une question complexe parce que c'est difficile de dire qu'une politique marche. C'est plutôt un ensemble de leviers qui ont été identifiés. Il faut bien comprendre que si vous essayez de projeter un peu sur l'échelle du temps ce qu'est le cycle de vie d'un futur professionnel de santé, il y a des politiques qui peuvent s'intéresser à la sélection pour l'arrivée dans les études initiales, à ce qui peut se passer pendant les études, la formation initiale, des politiques qui peuvent cibler aussi les migrations hein, pour attirer des professionnels qui vont travailler dans ce secteur en particulier. Et puis ensuite, il y a des politiques qui vont s'intéresser, une fois que vous êtes formé ou une fois que vous arrivez sur le marché du travail, qui peuvent avoir des impacts. Donc, en fait, il y a toute une grande catégorie de politiques. On en identifie au moins 5-6 grandes catégories. Voilà, celles qui vont jouer sur la production et l'investissement, les flux d'entrée et de sortie, les régulations géographiques, etc. Sur cet ensemble, peut-être pour clarifier, la France a principalement jusque-là utilisé deux leviers. Un Mhm. levier qui était plutôt celui de la dotation dont on a parlé, c'est-à-dire augmentons le numerus clausus et puis les médecins vont bien aller là où on a des besoins. Et puis un deuxième qui est celui de l'incitation financière, c'est-à-dire si on met en place des incitations particulières dans certains endroits ou pour certains profils, est-ce que ça ne produirait pas des effets? Bon, il se trouve que la santé est un bien particulier et que la relation entre l'offre et la demande n'est pas aussi simple, puisque l'offre a une capacité en partie à influencer la demande. Et dans des systèmes comme le nôtre, ou notamment en médecine de ville ou en libéral, et les médecins sont principalement payés à l'acte, les stratégies d'incitation financière marchent peu, puisque de toute façon, les professionnels peuvent déjà glaner plus de revenus là où il y a moins de monde, parce qu'il y a plus de gens à soigner, donc il y a plus d'actes, donc il y a plus de revenus. Et dans des territoires où il y a des concentrations plus fortes, de toute façon, ils ont quand même la capacité à influencer en partie la demande et donc à générer des revenus qu'ils n'auraient pas parce qu'il y a une concurrence plus forte. Donc tout ça fait que l'incitation financière, elle est assez peu opérante, elle n'est pas Mhm. totalement nulle d'effet, mais assez peu opérante. Et de même, une stratégie uniquement sur la quantité d'offres, pour le coup, ne va pas jouer sur la question de la répartition. C'est-à-dire que vous pouvez augmenter l'offre si les comportements d'installation restent les mêmes, avec une attraction pour les centres urbains, voilà, certains types de territoires. De toute façon, vous aurez toujours du mal à amener les professionnels dans les d'autres endroits, a fortiori avec une capacité de l'offre à influencer la demande. Mhm. Voilà. Du coup, la France s'est tournée au début des années 2000 vers une diversification de ses politiques et un des axes qui a été quand même relativement cohérent, c'est celui de se dire quel type de mode d'exercice sont attractifs pour les professionnels et vers quel mode d'exercice on doit se tourner pour les attirer en essayant de localiser ces modes d'exercice dans les endroits où il y a plus de besoins. Et là, il y a une forme de continuité sur les exercices qu'on appelle les exercices regroupés et des exercices regroupés dits pluriprofessionnels qui mélangent des médecins et d'autres, avec le rationnel suivant qui était que les jeunes médecins ne voulaient plus travailler seuls et de façon isolée et Mhm. préféraient être dans des structures voilà, avec d'autres médecins, voire avec d'autres professionnels que des médecins. Et on a pu travailler sur ce sujet avec un collègue géographe, Guillaume Chevillard, et on a pu effectivement constater une attractivité significative de ce mode d'exercice sur les jeunes médecins et du fait d'une localisation particulière de ces structures, qu'on appelle par exemple les maisons de santé, on a pu effectivement mesurer un effet entre des territoires équivalents qui avaient des maisons de santé ou qui n'en avaient pas sur l'évolution de la densité. Donc effectivement, ça c'est une politique qui a produit des effets. Mhm. Donc, qui s'inscrit dans un ensemble plus large que ce qui sont les politiques qui visent à améliorer les conditions de travail.
Il se trouve aussi que cette politique, elle joue sur ce qu'on appelle la marge extensive, c'est-à-dire qu'elle va attirer des professionnels là où ils ne seraient pas allés naturellement s'il n'y avait pas eu ce mode d'exercice, mais en plus, il joue aussi sur la marge intensive, c'est-à-dire que ce sont des modes d'organisation qui permettent d'être plus productifs au sens qui permettent de suivre plus de patients. Donc, pour un nombre équivalent de professionnels, vous allez pouvoir suivre plus de patients, inscrire médecin traitant ou plus de contacts. Donc, grosso modo, vous gagnez sur les deux plans. C'est un plan de, de, de gain en termes à la marge intensive et à la marge extensive. Il y a des politiques qu'on a très peu mobilisées et qui sont beaucoup mobilisées, notamment dans les pays anglo-saxons, Canada, Royaume-Uni, Nouvelle-Zélande, Australie, États-Unis, c'est le fait de lier les autorisations d'exercice à la politique migratoire dans le champ spécifique de la santé. Donc, c'est très cynique, se pose toujours la question du fait de piller la ressource humaine, enfin, formée dans d'autres pays pour servir ses besoins dans son pays. Et c'est très cynique puisque les autorisations d'exercice ne sont données que dans les territoires où on considère qu'on a des besoins. Voilà. Donc, la France n'a pas suivi cette stratégie. Elle a connu, dans le cadre de l'Europe, des changements de réglementation qui ont conduit à un certain nombre de mouvements, par exemple de médecins formés en Roumanie, et puis historiquement dans les établissements hospitaliers de professionnels formés en Afrique du Nord, mais globalement, la place de la migration est assez faible. Mhm. Voilà, et d'ailleurs remise dans le débat à l'occasion de cette rentrée. Et puis, il y a des politiques qui visent à se dire qu'on fait trop porter d'activités sur les médecins et qu'il faudrait plus s'appuyer sur d'autres professionnels. Et il se trouve que la France a formé beaucoup d'infirmiers, infirmières et de masseurs de masseurs kinésithérapeutes, par exemple. Mais pour autant, les frontières de profession entre ces métiers sont assez rigides et on part d'un modèle avec un monopole médical très fort. Et probablement que la France, là, n'est pas allée très très loin dans ce qu'on appelle les politiques visant à favoriser le mix des compétences Mhm. et à favoriser les pratiques avancées des autres professionnels que les médecins. Politiques qui ont été beaucoup mobilisées dans d'autres pays sur des périmètres d'activité très larges. Et là, probablement que la France a été très timide en la matière. Oui, alors bah, qualitativement, je ne sais pas ce que ça vaut, mais moi qui suis au Danemark, par exemple, je vois que quand je vais dans ils ont des espèces de maisons de santé avec plein de médecins, c'est l'infirmière qui fait jusqu'à très tard en fait le tri quand on va voir un médecin de est-ce qu'il faut vraiment mobiliser le médecin ou pas. Bon, c'est un exemple comme ça, Tout je à vois. fait, tout à fait. Mais il y a beaucoup de pays de longue date, hein. Bon, alors les pays nordiques, hein, Suède, Finlande, la Norvège un peu moins, les Pays-Bas sont beaucoup mobilisés, le Royaume-Uni a énormément travaillé dans cette direction, le Canada, les États-Unis. Une question que je pose souvent aux chercheurs, c'est est-ce que vous considérez que on a assez de données sur l'efficacité des politiques? Est-ce que vous considérez que les politiques pour lutter contre l'efficacité médicale en France, elles ont été évaluées correctement? Est-ce qu'on aurait dû faire, par exemple, des essais contre les randomisés? Ou, à l'inverse, je vois que vous avez appliqué des méthodes plutôt quasi expérimentales dans vos recherches. Monsieur Bousquet parlait de différence en différence. J'ai écrit un petit article pour expliquer ce que c'est sur mon blog. Donc voilà, ma question c'est, est-ce qu'on a évalué correctement ces politiques euh, ou, euh, ou pas forcément? Euh, alors, on a assez peu évalué les politiques relativement aux incitations financières et elles ont été nombreuses, prise en charge de cotisations, exonération d'impôts, etc. Donc, avec les chercheurs avec lesquels je travaille, on se pose la question de lancer une série de travaux. Il faut dire que les données sont pas faciles d'accès, elles sont notamment au sein de la DGFiP, Direction générale de finances publiques. Voilà. Mais probablement que cette question-là a pas été bien adressée. Et si ça avait été le cas, probablement que ça aurait pu euh, remettre en question l'intérêt de ces incitations financières et un peu plus tôt et de façon un peu plus intense porter le regard sur d'autres leviers Mhm. permettant d'améliorer la répartition géographique. Euh, Comme je l'ai dit auparavant, sur la question du mode exercice regroupé, il y a eu un véritable effort d'un côté de la politique publique et de l'autre côté de la recherche
et du financement de la recherche visant à en démontrer la valeur ajoutée, voire à démontrer l'efficacité des politiques orientées dans ces directions-là. Et on a pu travailler avec mon collègue Guillaume Chevillard sur la question de l'impact de la localisation sur la densité, avec mes collègues Mathieu Cassou et Karine Franc sur la question de l'efficacité en termes de gains d'efficience productive, à partir là de données de la Direction générale des impôts à Paris, à des données de l'assurance maladie. Donc on a pu faire ces exercices, on a eu des financements pour le faire, donc il y a eu une véritable volonté d'aller au bout d'un processus, on va dire, d'évaluation d'impact Mhm. sur ce sujet-là. Sur la question d'autres politiques, sur la question du mix des compétences dont j'ai parlé, et des possibilités de substitution, complémentarité, et notamment de substitution entre médecins et autres professionnels, et notamment infirmiers, infirmières. Là, il y a eu des travaux d'évaluation particuliers au travers de l'exercice en maison de santé, comme j'en ai parlé, mais aussi d'expérimentation à petites échelles de modification et de dérogation à ce que pouvait faire une infirmière dans une expérimentation qu'on a appelée l'expérimentation Azalée. Mhm. Et on a pu, là aussi avec mes collègues, notamment avec Christophe Loussoirne, Karine Franc et Yann Vidot, montrer l'impact de ces politiques. Donc voilà, il y a quand même un ensemble de travaux sur ce Mhm. sujet-là. Il y a un domaine qui a été très peu regardé en France, c'est la question de qu'est-ce qui est fait au moment de la formation initiale. À l'international se pose beaucoup cette question de l'importance des milieux d'origine, et notamment géodémographique, et du fait de savoir si, lorsqu'on a une origine, par exemple, plus liée avec le monde rural, on va avoir plus de probabilité, après ses études de médecine, à s'installer dans ce type d'environnement. Et il se trouve que tant en Australie qu'aux États-Unis, qu'au Canada, qu'en Nouvelle-Zélande, qu'il y a des résultats significatifs qui laissent à penser que c'est le cas, que les Mhm. probabilités d'installation sont plus fortes. En France, on ne regarde pas du tout ça, on ne s'intéresse pas véritablement aux conséquences des origines socio-écodémographiques des étudiants en médecine sur l'installation. Donc c'est vraiment un sujet qui n'est pas traité. De Mhm. même, on s'intéresse assez peu à la question de est-ce qu'il y a des stratégies au cours des études médicales qui permettent de réduire la stigmatisation de certains types de territoires, ou qui permettent de booster en fait le l'intérêt qu'on pourrait porter sur des territoires qui ne sont pas ceux d'origine. Et donc là aussi, il y a des stratégies qui sont conduites à l'étranger de stages délocalisés, d'adaptation de la formation initiale à la particularité de l'exercice dans tel ou tel type de territoire. Et la France l'a très très peu regardé. On parle un peu des questions de stage aujourd'hui, de les rendre obligatoires, d'en faire plus, etc. Mais c'est quelque chose qui est assez peu regardé et qui mériterait d'être probablement plus poussé et plus évalué. Alors, bon, concrètement, si on revient sur les deux leviers, d'abord, si on parle de l'origine géosociologique des élèves, est-ce que ce serait une politique, par exemple, pour utiliser ce levier, ce serait par exemple de donner plus de bourses à des jeunes étudiants qui viennent de déserts médicaux? Est-ce que ce serait comme ça qu'on pourrait s'en servir pour... alors, je sais pas si vous avez entendu, je crois que c'est un peu coupé, mais je disais, si on veut exploiter l'origine géographique des élèves, Je, est-ce qu'on peut donner je des suis bourses? désolé, il y a une coupure. Ouais. Oui, oui, il y a une coupure là. Donc, je disais simplement, si on veut exploiter l'origine géographique des élèves, est-ce qu'on veut, par exemple, une politique concrète, ce serait de donner plus de bourses à des étudiants qui viennent de déserts médicaux? Est-ce que c'est comme ça qu'on pourrait exploiter cette variable ou, Alors, oui, alors c'est une très bonne question. Il y a plusieurs leviers qui devraient être mobilisés probablement simultanément. C'est dans un premier temps, probablement réduire la stigmatisation dans le sens, il y a probablement des origines qui pourraient avoir l'idée que ces études-là ne sont pas pour eux. Donc, il y a la question d'incitation financière, mais il y a aussi la question de toute autre stratégie d'accompagnement, notamment dans le secondaire, pour convaincre que les études de médecine, elles sont pour tout le monde et qu'on peut les réussir. Probablement aussi des politiques adossées à ça
de sélection particulière qui leur permettent plus facilement d'accéder à ces études, Mhm. et puis d'accompagnement pour que les études soient réussies. Donc c'est probablement un triptyque qu'il faudrait mettre en place Ah oui, pour oui, oui. arriver à ce type de... Voilà, une mise en œuvre concrète de ce type de politique. Et effectivement, ce triptyque pourrait tout à fait donner lieu à des évaluations. Les évaluations pour l'instant classiques dans ce domaine sont une analyse sur longue période des probabilités d'installation et de maintien euh, selon que l'on soit ou pas originaire de ce type de territoire et selon qu'on ait ou pas bénéficié et été confronté et exposé à ce type de politique. Et effectivement, elles produisent des effets. Voilà. C'est pas systématique, mais ça produit des effets qui sont tout à fait notables. Bon. Mais donc, à propos du fait d'avoir exhumé des effets causaux, donc on a pu vous financer pour mener ce type de recherche. Est-ce que ces recherches, elles ont fini dans le bureau des ministères? Est-ce que vous sentez que ces résultats d'évaluation, ils ont été entendus par les décideurs ou pas? Est-ce qu'on vous a invité concrètement dans un ministère pour en parler ou, Alors, pour ce qui concerne, il y a un petit peu de coupure, mais j'ai compris le sens de votre question. Oui, pour ce qui concerne les travaux qu'on conduit à IRDES avec mes collègues, que je conduis moi-même avec eux ou que réalise, on peut dire qu'aujourd'hui, on a une écoute, tant d'un point de vue institutionnel, du côté de l'assurance maladie, du côté des directions ministérielles et principalement concernées, hein, DSS, DGOS, DRES, du côté politique, tant du côté du Sénat que du Parlement ou aussi du côté syndical et plus parti politique. Donc je pense qu'il y a ceux qui s'intéressent à cette question sont à un moment donné tombés sur nos travaux et pour ceux qui ont voulu nous écouter, on a pu exposer ces faits. Après, la question de la décision et vous savez, politique et la question de la recherche ont chacun leur vie. Il y a d'autres contraintes. On a pu se confronter, par exemple, on a un discours assez clair sur la question des limites aujourd'hui, probablement de contraintes à l'installation. Nous avons pu conduire des travaux sur les infirmiers et infirmières spécifiquement parce qu'il y a des politiques avec Fanny Duchesne et Guillaume Chevillard qui ont été conduites pour les infirmiers et infirmières. On a pu montrer que, certes, la limitation permettait mécaniquement de réduire les installations dans les territoires qui vont être considérés comme surdotés, mais pour autant, les incitations financières qui étaient mises en place dans les territoires sous-dotés n'étaient pas suffisantes pour attirer les professionnels infirmiers dans ce type de territoire. Et du coup, il y avait des installations plutôt dans les territoires dits intermédiaires. Voilà. Donc aujourd'hui est remis dans le débat cette question de mettre en place des politiques coercitives ou de prolonger les études pour avoir des obligations de faire une année supplémentaire dans les territoires qui vont être considérés comme sous-dotés. Il nous semble que, compte tenu du nombre de territoires qui sont aujourd'hui concernés par des besoins, de toute façon, on n'a pas assez de professionnels formés en formation pour couvrir la demande. Donc, ce seul levier-là ne suffira pas. Il peut être intéressant à moyen long terme hein, de se poser la question d'avoir des années d'obligation. Pour autant, là, sur la crise qu'on est en train de vivre, on ne voit pas bien comment ça pourrait être le seul levier à mobiliser. Et donc, on appuie beaucoup sur l'évidence qui vient sur les questions de mode d'exercice, sur lesquelles on a quand même des résultats qui sont assez importants et dont on pense qu'ils doivent être considérés. Et très clairement, comme je vous l'ai dit, probablement la France que sur la question du mix des compétences n'est pas allée assez loin. Et la tendance est plutôt à ce que les ordres professionnels, les syndicats, l'État et l'assurance maladie trouvent des nouvelles modalités de conventionnement et de contractualisation permettant de booster un petit peu ces stratégies qui visent à faire plus par d'autres que les médecins pour libérer du temps médical et avoir une plus grande capacité à répondre à la demande. Sur la question de la sélection des profils entrant dans les études médicales et du déterminisme que cela peut produire en termes d'installation, pour l'instant, c'est un sujet sur lequel on a peu de prise.
Le message a beaucoup de mal à passer et probablement qu'il va falloir encore beaucoup de travaux pour réussir à convaincre les institutionnels, les professionnels politiques que c'est un vrai sujet et qu'il faudrait que la France s'y attaque. Eh ben, écoutez, très modestement, au moins on va essayer de faire émerger avec ta vidéo ce sujet-là. C'est pas pour l'impact qu'on va avoir, mais au moins, c'est vrai que c'est une discussion très intéressante et ça me surprend pas qu'effectivement ça n'ait pas trouvé beaucoup d'écho politique parce que j'ai pas l'impression non plus dans le débat médiatique ce soit quelque chose qui soit spontanément débattu. La question est souvent posée, est-ce qu'on force les médecins ou pas Tout à ou est-ce fait. qu'on paye. Et cette troisième voie, en fait, qui pourtant pourrait finalement satisfaire beaucoup de gens, n'apparaît pas. Alors, je disais, oui, Après, on peut comprendre en complément, c'est que ce sont vraiment un peu comme les questions de conditions d'exercice au sens structure d'exercice, ce sont des leviers vraiment à moyen et long terme. C'est évidemment pas un levier de court terme. Donc sur les leviers de court terme, on comprend que la première idée et la première intuition, c'est de dire, bon, bah, à court terme, j'ai qu'à les mettre là où j'ai des besoins. Bon, il se trouve que comme on en forme pas beaucoup, de toute façon, on n'arrivera pas à couvrir tous les besoins. Et le deuxième levier, clairement de court terme, c'est celui de la réorganisation de l'activité entre professionnels. Là, celui-là, il est directement mobilisable si on franchit les obstacles politiques à la mise en œuvre. et les obstacles politiques, est-ce qu'ils viennent simplement des décideurs politiques à très haut niveau ou est-ce qu'il y a une forme de résistance des médecins qui veulent pas Une forcément. résistance, pas que des médecins, on peut dire qu'il y a une résistance globale. Ouais. Pour les médecins, ça peut être considéré évidemment comme une perte euh, d'une activité dont ils pensent que ça relève de leurs compétences et de leurs capacités. Euh, pour les professionnels paramédicaux, ils peuvent considérer que nécessairement ça doit s'accompagner d'une coordination et donc c'est une perte d'autonomie et d'indépendance. Pour l'assurance maladie et l'État, c'est compliqué de mettre en place des politiques qui vont à l'encontre du ressenti des professionnels. Enfin voilà, donc il y a tout un certain nombre d'enjeux. Mais pour autant, il est vrai que ça n'a pas beaucoup avancé au cours des 15-20 dernières années, mais que le climat change et que la pression est aujourd'hui suffisamment forte pour que les professionnels, l'État et l'assurance maladie s'investissent de façon assez importante pour changer un peu le modèle. Donc aujourd'hui, on débat beaucoup plus de cette question qu'il y a 15 ans, très clairement. Bon, bah, écoutez, merci beaucoup. Je crois qu'on arrive à la fin de cette interview. Si peut-être je devrais synthétiser ce qu'on s'est dit en termes d'efficacité des politiques pour réduire les disparités en termes d'accès aux soins. Si je comprends bien, les incitations financières, ça ne marche pas, c'est en tout cas certainement pas suffisant. Euh, les politiques coercitives, ça peut être un levier de court terme, mais ça crée du turnover, ça a certains défauts. Et donc, un levier de court terme, ça peut être changer le mix de compétences entre les médecins, peut-être donner plus de pouvoir, par exemple, aux infirmières, et puis peut-être s'assurer, comme dans d'autres pays, que des jeunes lycéens qui pourraient devenir des médecins et qui viennent de déserts médicaux le deviennent bien. Est-ce que c'est une bonne synthèse? J'espère que ça va pas trop Non, d'ailleurs. presque, Ouais. presque. Je dirais que la question de la sélection des étudiants et de l'orientation vers les études, c'est plutôt une politique de long terme. Et dans les politiques de court terme, il y a d'évidence poursuivre celle qui a été lancée, par contre, sur la question du mode d'exercice regroupé et voire pluriprofessionnel, qui manifestement produit des effets qui sont sensibles et qui méritent d'être poursuivis, intensifiés. Oui, donc les maisons de santé, les jeunes médecins avec Par les. exemple, il y a aussi des départements ou des collectivités qui vont offrir des modes d'exercice regroupés avec du salariat. Enfin voilà, il y a tout ce qui conduit à proposer à des professionnels qui entrent sur le marché des modes d'exercice qui correspondent à leurs aspirations vont évidemment produire des effets sur leur installation. Après, il y a une politique dont on n'a pas du tout parlé parce que c'est pas une politique sanitaire, c'est le fait que les professionnels ils vont s'installer dans des territoires pour lesquels il va y avoir certaines particularités à titre personnel ou
ou familiales, des aménités, des services, et donc c'est toute la politique d'aménagement du territoire. Et la politique sanitaire peut difficilement compenser ce qui n'est pas fait du côté de la politique d'aménagement du territoire. Donc, typiquement, par exemple, dans la politique publique, on parle de réinvestir de donner des moyens aux villes moyennes pour réinvestir dans les services et dans les commerces, dans leur cœur de ville, etc. Euh, Ça s'inscrit dans un ensemble plus large de politiques qui manifestement pourraient produire des effets parce que ce sont des déterminants très très forts de l'installation des médecins. Et oui. Bah, je pense que c'est un très bon mot de la fin, c'est un mot d'ouverture. Voilà, penser la santé un peu au-delà de la santé. Euh, Exactement. bah, merci beaucoup. Je vous en prie, merci pour cette interview. Passionnant. Et puis voilà, bah, je vous tiendrai au courant. Et puis voilà, pour ceux qui vont nous regarder dans cette version publiée de l'interview, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à découvrir mon blog et puis mon Instagram et mon TikTok qui ont bientôt été créés. À bientôt. Au revoir. Ah, au revoir.